Quelles compétences tu dirais, donc soft skills et hard skills, il faut avoir pour être CEO d'un bureau d'études? Donc c'est un rôle où il faut convaincre. Donc, pas seulement le client, il faut convaincre les équipes. Donc aujourd'hui, Mmh. mon rôle, il est de challenger tous les jours. Qu'est-ce que toi tu vas chercher pour toi dans toutes ces activités, et dans cette fonction? Mais, écoute, franchement, il y a beaucoup de plaisir personnel dans ce que je fais. Donc c'est allez, c'est un métier que il me décrit à 100%. Donc un client devient un chiffre, une personne devient Ouais. un chiffre pardon, et donc à la fin en fait on est vraiment allez, dans un cercle vraiment très négatif que malheureusement les grosses boîtes allez, ils sont trop là-dedans car ils doivent démontrer des chiffres et c'est là Ouais, où ouais. commencent à perdre les gens, tu vois, dans les idées, dans l'avancement, dans le développement et dans le plaisir hein, aussi. Donc c'est pas du tout, enfin, on va Ouais. dire mon style de travailler. Donc la fierté et la réussite est axée vraiment sur les équipes qu'on a développées, sur une personne qui a commencé jeune et devenue maintenant, par exemple, senior avec beaucoup d'expertise, Mmh. appréciée sur le marché. Pour moi, ça, c'est vraiment la réussite que j'estime vraiment la Ouais. plus importante pour moi. Et moi, je le dis toujours, si on s'en sent pas bien à sa place, pour moi, ça veut dire que c'est pas notre place, il faut changer. L'épanouissement professionnel réside dans l'art de découvrir ce qui allume la flamme de notre passion, puis de l'entretenir par une croissance continue. Je suis Virginie Dautry, passionnée de développement personnel et professionnel, consultante et entrepreneur dans l'industrie biopharmaceutique, fondatrice de Lifecycle Hub, la première plateforme de formation et de support en ligne destinée à l'industrie des sciences de la vie. Avec Parcours d'experts, je vous propose de rencontrer des acteurs inspirants des secteurs pharma, biotech ou des dispositifs médicaux qui vont partager avec nous le cœur de leur métier et ce qui les fait vibrer. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on rencontre Roland Khalil. Alors, Roland, tu es né le 16 novembre 82 au Liban et tu es un chef d'entreprise et homme d'affaires belge. En 2009, quand la technologie devient vraiment le futur et en même temps le problème majeur pour l'exécution, tu mets en place un nouveau concept d'ingénierie dans le but d'établir des ponts entre les bureaux d'études conventionnels et les clients finaux. Le concept AEO, alors je ne sais pas ce que c'est, tu nous expliqueras, est donc devenu la solution indispensable pour réussir les projets et garantir les résultats. Alors, fort d'un background technique et managérial, tu lances ta première société d'engineering RKTech en 2009, qui devient vite la référence dans le domaine, avec une présence quasi sur la majorité des projets dans l'industrie pharmaceutique. En 2018, tu deviens CEO de la société Groupe RKTech, CEO de RKIMO en 2020, CEO Raive, si ça se prononce comme ça, en 2021, CEO RK Expert en 2022 et CEO Emotion. Alors, en 2022, la société RKTech, qui compte plus de 70 ingénieurs spécialisés, effectue un rapprochement stratégique pour une fusion avec Sweco Belgium, le plus grand bureau d'études en Europe, pour créer un positionnement unique sur le marché. Voilà, impressionnant. Tout à fait. Alors, je vais, je vais dire ce que moi j'admire et ce qui m'inspire énormément chez Roland. Bah alors, c'est bien entendu ce parcours remarquable à l'âge de, je le rappelle, 41 ans, hein, mais aussi le calme olympien dont tu fais preuve quand tu exécutes tous ces tâches. Alors, c'est peut-être parfois un calme extérieur parce que j'imagine qu'à l'intérieur, ça doit être intense, mais voilà, il y a un côté très paisible dans l'exécution de tes activités. Et j'admire aussi grandement ton approche très pragmatique du business. Donc, il y a toujours une grande lucidité sur le bénéfice ou non de lancer un projet. Tu confrontes de manière, tu vois, extrêmement cartésienne toutes les opportunités qui se présentent à toi. Alors évidemment, pour une personne comme moi qui fonctionne à l'instinct et à la passion, c'est très précieux d'avoir quelqu'un comme ça de très cartésien qui peut offrir sa vision des choses. Et donc, ce qui m'a inspiré beaucoup aussi, c'est la grande disponibilité et la gentillesse dont tu fais preuve malgré la charge de travail que tu amasses. Et puis, je me rappelle notamment
comment tu m'as proposé ton aide quand moi j'ai fait mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et moi j'ai une grande admiration pour les personnes comme ça qui gardent une attention et du temps pour les autres, parce qu'au final je trouve que c'est ce qui fait l'essence de notre passage sur Terre, et c'est ce que tu réussis avec brio. Et puis je vais relever une dernière chose assez exceptionnelle à observer de l'extérieur, c'est le duo indissociable que vous formez avec ton épouse, qui est un atout précieux dans toutes tes aventures entrepreneuriales. Voilà, bienvenue Roland. Je suis ravie de faire cet entretien avec toi aujourd'hui. Pareil, je suis ravi aussi. Bien. Très bien, très bien. Merci pour l'introduction. Je pense que c'est très chargé en tout cas, mais ça me fait plaisir en tout cas en tant qu'introduction. Donc oui, tout à fait. Donc tu as bien cité, je commencerai par la fin. Donc j'ai la chance d'avoir vraiment mon épouse qui est impliquée dans le business avec moi. Donc c'est une grande aide pour moi. Donc évidemment, pour pouvoir gérer plusieurs entreprises, donc il faut compter sur une personne de confiance. Et donc c'est une grande aide pour moi. Je pense qu'il y a peu qui ont la chance d'avoir la possibilité de travailler avec leur épouse, en tout cas, de manière, on va dire, très positive des choses. Donc ici, on a partagé vraiment le stress, on a partagé l'ambition, et je pense qu'on a partagé l'objectif. Donc c'était vraiment essentiel pour avancer. Et donc pour moi, c'était une grande aide pour réussir un peu la gestion de ces entreprises. Voilà. Oui, on la voit toujours, toujours en back-office. On voit vraiment que vous travaillez en binôme en permanence. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots toutes les activités qui se cachent là derrière toutes ces différentes sociétés? Donc RKTech, on va y revenir, mais et toutes les autres sociétés, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités différentes à ton arc. Tout à fait. Donc en fait, si tu veux, en fait, la société qui me prenait beaucoup de temps, c'était la société RKTech, évidemment, car il y avait vraiment une part d'opérationnel qui est vraiment trop chargée. Donc on avait une équipe importante d'ingénieurs. Donc là, il y a une gestion, on va dire day-to-day, qui est un peu plus énergivore par rapport aux autres entreprises qui sont arrivées avec le temps et qui se sont vraiment accrochées sur le groupe. Évidemment, sur les autres, j'ai peut-être un peu moins d'implication au day-to-day. Alors, on a vraiment, tout dépend. Par exemple, je cite la société RIV qu'on a racheté il y a 3-4 ans. Donc, c'est une société qui est active vraiment complètement dans un autre domaine. Et le but étant de diversifier, donc on a pris cette société-là. Et donc, dans cette société, en tout cas, ce qu'on essaye ou ce que j'essaye de mettre en place, c'est vraiment la vision, la stratégie, voir comment on va éviter les erreurs, en tout cas, qui sont faites dans le passé, et comment vraiment mettre en place des idées que les gens cherchent, en tout cas, et pour aller vraiment au-delà, disons, dans le rendement de l'entreprise, dans le plaisir, dans la qualité, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui me prenne, à mon avis, 2-3 jours par mois. Mais on va dire, c'est pas pour moi, en tout cas, j'estime, c'est pas l'énergie, on va dire, à mettre en place pour cette société. Et les autres sont pareils. On a d'autres entreprises qui sont actives en immobilier et il y a d'autres sociétés aussi d'expertise. Mais voilà, donc il y a vraiment une différence entre entreprises. Donc la charge varie vraiment tellement entre chaque entreprise. Évidemment, la société RKTech, étant donné le cadre opérationnel et mon domaine de base, donc c'est une société qui me prend énormément de temps. En même temps, je pense qu'il y a une différence entre le temps et l'énergie. C'est pour ça que je parle beaucoup en fait en énergie, car le temps dans notre domaine, il est certainement compté, mais en fait c'est plutôt l'énergie qu'on met en dépense. Donc des fois on réfléchit la nuit. C'est malheureux, hein, mais des fois on réfléchit vraiment en dehors du cadre, on va dire, des heures de bureau qui sont classiquement, on va dire, appliquées. Et le CEO, voilà, on va dire, c'est une réflexion qui continue en permanence. En vacances, on réfléchit. Donc voilà, cette société me prenait pas mal d'énergie. En même temps, ça me fera vraiment, c'est de l'énergie positive, car moi j'aime bien vraiment faire ce travail. Donc c'est quelque chose qui me plaît en tout cas. Et donc j'appelle ça vraiment de la bonne énergie. Et surtout qu'on a vraiment la capacité physique et intellectuelle de le faire. Donc c'est là il faut vraiment les employer, on va dire, pour avancer. Et donc voilà, donc on va dire chaque société
on va dire, à sa part vraiment dans ma partie vraiment de temps. Et donc, suivant vraiment le business, ben, en fait, on va mettre un peu plus du temps. Suivant le challenge, on va vraiment dépenser plus dans une société bien que dans d'autres. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est vraiment, c'est plusieurs entreprises, mais pour moi, le challenge est le même. C'est vraiment réussir un petit peu à mettre des idées en place. Et je dis bien réussir à mettre les idées en place pour que ça soit vraiment attractif au niveau client. Donc, ça veut dire c'est quelque chose qui devient vraiment qui répond aux besoins de clients et en même temps, en fait, pouvoir mettre des solutions et des méthodes en place qui pourront vraiment amener la société à avoir des réussites. Je parle ici au niveau chiffres et évidemment au niveau réputation. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un peu le domaine, en tout cas, les activités que je fais day to day, on va dire, dans chaque entreprise. Ok, donc Alors, si je prends, il y a vraiment oui, un temps, comme tu dis, d'énergie. Pardon, je te laisse finir ton idée. oui, voilà. Donc, par exemple, si je prends la société RKTech, on va dire en tant que telle, enfin, je sais pas si tu veux que j'explique vraiment le démarrage ou tu veux, voilà, par rapport à Bah, la écoute, société. d'abord, j'aimais bien ce que tu viens d'expliquer sur la différence entre énergie et temps. Donc, tu dirais, si je comprends bien, c'est le temps, c'est la partie opérationnelle où tu vas être actif, mais l'énergie, c'est toute cette dimension réflexion et créativité pour trouver les solutions que tu vas mettre en place après, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour moi, c'est une notion, on va dire, la différence, c'est vraiment, on peut avoir vraiment une journée pareille, donc 8 heures à 17 heures, mais des personnes dépensent plus d'énergie que d'autres, car en fait, ils vont, des fois, pour atteindre le même résultat. Alors, moi, je l'explique vraiment de plusieurs points. Donc, c'est là où, on va dire, on rentre dans le jeu d'expérience, dans l'habitude, dans peut-être j'ai pas envie de dire dans la créativité. Donc il y a des gens qui sont créatifs. Donc on a des ingénieurs par exemple qui sont très créatifs. Ben, par exemple leur énergie dépensée la journée pour atteindre le même résultat est peut-être moindre qu'un autre ingénieur qui peut vraiment faire double énergie mais qui atteint le même résultat. Mais ce qui est essentiel en tout cas pour moi en tant que CEO, c'est que j'essaie vraiment de dépenser l'énergie correctement. Donc je sais que dans une journée, on va dire de travail, j'ai 8 heures du temps, on va dire, officiellement, mais des fois, on va dire, l'énergie est dépensée vraiment sur peut-être 24 heures, car la réflexion, elle peut arriver vraiment le matin avec un café, une discussion avec des amis. Donc, donc dans un cadre vraiment en dehors du travail, on peut avoir vraiment des idées, on peut capter vraiment des choses. Et donc, en fait, allez, cette réflexion, on va dire, en tant que CEO, continue vraiment au-delà vraiment de 8 heures. Donc, ça, c'est bien d'un côté, pour dire, voilà, donc là, on a la réflexion, on va mettre des choses en place. Et ce qui n'est pas bien, c'est vraiment ne pas contrôler l'énergie. Donc, si on arrive vraiment à ne pas bien dormir et ainsi de suite, donc ça devient vraiment compliqué. Donc, c'est là où je pense que l'énergie temps doit être vraiment accordée. Et donc, le mieux, c'est vraiment de les accorder vraiment de manière la plus logique pour garder quand même un équilibre vie professionnelle, vie privée. Surtout le challenge pour moi avec mon épouse qui est aussi professionnelle dans la discussion avec elle. Donc voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, le challenge pour moi day to day, quoi. Donc Ok, ouais, et c'est ça que tu dis que tu améliores avec le temps et l'expérience alors. tout à fait. Donc en fait, avec le temps, avec l'expérience, on va savoir vraiment où gérer la dépense d'énergie pour pouvoir vraiment être plus créatif, plus efficace. Si j'appelle vraiment ça efficacité, mais voilà. Par contre, dans ce domaine, malheureusement, on ne peut pas le limiter à 17 heures. Donc, tu n'auras jamais un CEO qui dit, bah, moi, à 17 heures, je coupe mon cerveau, je fais plus rien, on coupe le Ouais. PC, mais malheureusement, le cerveau continue à tourner. Et donc c'est vraiment là où je pense le rôle est différent par rapport à d'autres rôles. Je pense que toi, tu l'as expérimenté, hein, donc avec ta société qui a beaucoup de respect dans le démarrage. Et donc, tu as certainement vécu ces moments-là. Donc, à 18 heures, à 19 heures, tu peux réfléchir à des idées, même à 21 heures. Donc, c'est pas limité dans le temps. Donc, le tout, c'est vraiment qu'on ne rentre pas dans une boucle négative, en tout cas, avec des dépenses d'énergie qui sont Ouais. inutiles. C'est là où la créativité est importante et l'expérience de dire, OK, je mets ça en place, c'est bon, donc j'arrête ma réflexion, sinon on va tourner, et ça peut vraiment être, on va dire, très énergivore à la fin, quoi.
Ouais, ouais, effectivement, je suis assez alignée. Je l'ai effectivement aussi vécu. Et c'est quelque chose à contrôler et qui m'a beaucoup perturbée, moi, au début, dans ce passage de être dans l'opérationnel et puis passer en stratégie, d'avoir du temps où j'avais l'impression que je faisais rien parce que ce temps de réflexion, ben, parfois, comme tu dis, tu es en train de prendre un café ou tu regardes dans le vide et en fait, c'est ce temps nécessaire et précieux pour cette activité. Et moi, ça m'a beaucoup surprise. Donc, je suis contente que tu partages cette dimension-là de la fonction. Est-ce que tu pourrais, ben, voilà, alors comme on est ici dans un contexte pharma pour essayer un peu de montrer tous les métiers qui existent dans ce paysage. En quoi ça consiste le métier de CEO d'un bureau d'études et donc à quoi ça ressemble une journée type alors, on va s'arrêter entre 9h et 17h. On a compris qu'après, Ouais. c'était de la réflexion et beaucoup voilà, de création. Mais entre 9h et 17h, ta journée type, c'est quoi alors? Je, je pense que allez, cette journée, on va dire, cette définition en tout cas que je peux donner, elle peut vraiment être variable d'un CEO à un autre, car en fait, c'est vraiment je trouve que c'est un rôle qui est très compliqué à définir, car tu ne peux jamais aller avoir vraiment une définition claire de ce rôle-là. Donc la définition, elle va être vraiment axée sur des chiffres, sur des résultats. Donc comme les grosses entreprises, hein, on cherche toujours un CEO qui peut vraiment atteindre ses objectifs. Alors les moyens, par contre, tu peux vraiment difficilement les décrire. Donc il va y avoir vraiment une différence dans cette réponse par rapport à chaque CEO. Pour moi, par exemple, comment je le vis au day-to-day, pour moi, c'est un domaine qui est vraiment très chargé en communication. Donc, tu l'as bien cité. Tu appréciais le temps que, si jamais, enfin, on a passé ensemble pour dire, voilà, j'étais disponible pour ça. Donc, le CEO, pour moi, en fait, c'est un métier qui est difficilement, on va dire, définissable, on va dire, dans une notion écrite. Donc, on peut jamais avoir la même vision. Voilà, évidemment, il y a une vision chiffre qui est alignée par rapport à dire, ok, un CEO doit atteindre ces objectifs-là, et donc au niveau chiffre. Toujours est-il, en fait, dans le moyen, il y a vraiment des différences, il y a des méthodes qui sont différentes, et donc chacun voit les choses différemment. Pour moi, personnellement, je vois vraiment le rôle comme une responsabilité, donc et je le vois vraiment avec beaucoup de respect pour mes collègues. Et donc, en fait, c'est une journée qui est très variée, qui est axée sur la communication. Donc, je dois être au courant des choses, mais pas trop, mais je dois être quand même au courant de la tendance, donc tout ce qui est vraiment overview, je dois vraiment le savoir. C'est là où j'ai bien insisté, pas trop, car en fait, si on est trop au courant, ben en fait, on devient, on va dire, impliqué. Et si on est trop impliqué, ben on perd l'objectivité, et donc on va vraiment être noyé dans des sujets qui sont certes des problèmes à l'instant, mais qu'en donnant un peu de temps, les gens ils vont vraiment trouver la solution. Et donc avant que ça devienne vraiment un problème majeur, évidemment, il faut surveiller, ça c'est clair, mais il faut vraiment pas dépenser. Donc, il faut compter sur ses collègues, en tout cas, qui ont certainement la capacité de trouver des solutions. Et c'est là où la nuance, on va dire comment, c'est que il faut limiter la dépense d'énergie. Donc, si on dépense trop d'énergie, on va pas aller dans les différents volets ou des différents axes du métier. Et les différents axes de métier, c'est comme j'ai dit, commence par la communication. Donc, on doit avoir un regard sur les équipes, on doit avoir un regard sur les risques, un regard sur les chiffres, sur les clients, sur le marché, sur le développement. Et donc, il y a vraiment plusieurs axes qu'il faut traiter, pour moi, tous les jours. Donc, on n'a pas une journée de dire, OK, cette journée, je vais vraiment l'axer sur la stratégie. C'est très théorique. Si on fait ça, ça va être très théorique et on va tout de suite être perturbé dans la journée. Donc, il n'y a pas une journée, on va dire, où on va définir, disons, évidemment, dans la pratique, on peut fixer une journée pour faire un off-site et faire vraiment un brainstorming. Mais je dirais, dans le day-to-day, il faut vraiment avoir le temps pour regarder plusieurs axes. Pour avoir ce temps-là, il faut arriver à fixer, on va dire, ou fixer le niveau de détail qu'on a envie d'y aller. Donc pour moi, ça c'est important avec le temps. Je l'ai appris évidemment. On commence toujours jeune dans le métier, mais on l'apprend avec le temps. Mais c'est une notion importante, car si on va vraiment réussir, il faut vraiment qu'on puisse vraiment regarder le tout sur une journée et donc bien communiquer, bien être présent pour les gens. Donc ça c'est vraiment très important. Et pour moi, il faut pas rester bloqué sur son PC. Donc
c'est pour ça, en fait, on a des outils qui nous aident. Et donc, ça, c'est vraiment l'intelligence et l'expérience qui va amener à dire, OK, on va investir dans des outils, on va dire, ou dans des collègues, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que les collègues se forment, ainsi de suite. Mais on doit investir pour vraiment tacler les sujets, pour moi, qui sont vraiment les dépenses inutiles. Donc, des sujets SEO qui restent bloqués tout le temps sur son PC. Pour moi, avec beaucoup de respect, mais il manque quelque chose. Enfin, il passe à côté de quelque chose. Donc, il faut aller voir les gens. Il faut aller voir la réunion que les réunions que j'ai faites avec toi. Ben, c'était très enrichissant pour moi aussi. Donc, j'apprécie que pour toi c'était le cas, mais pour moi également. Donc, connaître une nouvelle personne, connaître les idées, t'entendre en tout cas avec vraiment les risques que toi tu vois. Donc tout cela vraiment pour moi c'était un plus, c'était vraiment très positif. Et même te connaître en personne, donc je trouve vraiment c'est très enrichissant. Donc chaque personne a vraiment sa particularité, on va dire dans le fonctionnement. Et donc et je fais beaucoup de rencontres par jour avec des gens que j'apprécie énormément, mais qui me donnent vraiment pas seulement des idées, mais qui me donnent des motivations aussi, et je vois vraiment les choses différemment. Donc, également, je fais pareil avec mon équipe. Je dois être présent vraiment pour écouter. Pour des fois, en fait, on va dire sur une journée, on vient me présenter un problème, mais sans même parler, avec vraiment des regards. Des fois, c'est vraiment amusant. En fait, tu retournes vraiment le problème avec une solution et en fait, c'est apprécié par les équipes. Donc, également pour le client. Donc, le client, il faut vraiment garder un contact. Le contact est essentiel. Donc, si on perd vraiment le contact, on va perdre vraiment la position, notre position vis-à-vis de le client. Donc, c'est hyper important d'avoir un lien de transparence avec le client, d'être objectif. Donc, sur une journée, on a des problèmes. Il y a beaucoup de CEO que je connais enfin, avec beaucoup de respect, mais qui ont la tendance de défendre tout le temps, on va dire, les problèmes. Et donc ça, c'est vraiment, par exemple, une vision que moi, j'adhère pas du tout, car je trouve que quand il y a un problème, il faut assumer qu'il y a un problème. Déjà, il y a un problème. Et donc, en fait, qui vient d'un client, qui vient de chez nous, le problème existe. Alors, si jamais, tu vois, on va vraiment prendre la défense, donc rester sur des mails, échanger, ainsi de suite, ne pas comprendre, ne pas entendre les clients, ne pas entendre les collègues, on va passer à côté vraiment de ce problème-là. Et certainement, on ne va pas mettre des solutions en place. Et donc, un des points que je pense, avec beaucoup d'objectivité, des clients qui me disaient, c'est savoir vraiment mettre les solutions en place pour amener vraiment à tacler le problème, que ce soit chez nous, que ce soit chez le client, ça reste un problème. Et donc, il faut avoir un regard, on va dire, sur une journée type, il faut vraiment pouvoir regarder tout cela. Et ouais. Évidemment, sur le détail, il faut vraiment compter sur les collègues. Les collègues, c'est essentiel, on va dire, les managers, les ingénieurs, qu'on travaille avec eux tous les jours. Il faut avoir une confiance. Il faut vraiment qu'on leur donne les outils, le développement nécessaire pour atteindre et tacler ces problèmes-là. Et donc, on doit vraiment travailler vraiment en équipe. Ça, c'est vraiment pour moi essentiel pour ma journée qui commence très tôt, comme j'ai dit, et qui peut terminer trop tard. Mais c'est une journée très amusante pour moi et il y a la notion vraiment, elle est pas du tout, si on n'aime pas vraiment comment dirais-je, la routine, là, on est servi, quoi. Donc, c'est vraiment le rôle où on n'est pas dans une routine. Donc, tous les jours, on a J'avais personnellement qu'une visibilité sur la partie où, en toute objectivité, tu es encore très actif effectivement auprès du client, où tu vas être dans les meetings stratégiques ou dans les meetings, comme tu dis, quand il y a un problème, où tu vas vraiment venir encore sur le terrain. Alors ça, c'est la vision que l'on a quand on est sur le terrain avec toi, puisqu'on a partagé des clients communs, mais c'est vrai qu'il y a après toute cette autre dimension qu'on voit pas, est-ce que les activités de ta journée en plus, donc tu dis fort axé sur la communication, c'est vraiment hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire, finalement, dans ton parcours, comment toi, tu es devenu ce CEO? Donc, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à cette position de... faut quand même le rappeler, c'est quand même en 12 ans, tu es passé de, je pense, consultant à finalement embaucher 2-3 personnes et à être en 12 ans une société de 70 ingénieurs. Comment tu l'as fait, ce parcours?
Alors, je pense que ça, honnêtement, il y a, dans la vie, il y a des opportunités et il y a aussi beaucoup de chance. Évidemment, à cela, il faut mélanger la capacité, il faut mélanger l'envie. Mais c'est vraiment plusieurs points qui doivent se réunir, en tout cas, pour pouvoir réussir. Donc, on ne peut pas vraiment dissocier un point d'autre. Donc, c'est vraiment un mélange des points qui font vraiment la réussite. Alors, à la base, en 2009, évidemment, l'idée est venue beaucoup plus tôt, hein, donc en 2007-2008. En 2009, on a démarré l'activité, évidemment, mais cette idée vraiment de développer quelque chose, disons, sur le marché, le concept AO que tu as cité au tout début, donc que j'expliquerai ici, en fait, c'est des idées qui sont parties d'un envie personnel, on va dire, de développer quelque chose. Évidemment, il faut vraiment avoir l'envie, il faut avoir l'énergie pour faire ça, car c'est comme c'est vraiment, on va dire, accessible à tout le monde. La seule chose qui diffère vraiment, disons, le démarrage d'une personne à d'autres, c'est vraiment cette envie d'aller dire je sors de ma zone de confort et je vais vraiment aller faire quelque chose. Donc, ça démarre vraiment par ça. Parce que tu étais déjà t'étais déjà sur le terrain, hein. Tu étais déjà, mais alors seul, consultant en tout ce qui Absolument. était technique. Okay. Absolument. Et en plus, j'ai eu la chance, hein, si je reviens vraiment beaucoup plus tôt, on va dire, après les études, donc j'ai eu de la chance d'avoir vraiment une Quelles carrière études tu as fait, désolé? Donc, je suis ingénieur en électromécanique et donc je fais un master de gestion d'entreprise par la suite. Et donc, en fait, dans ma carrière, disons, de stage ou de jeune ingénieur, j'ai envie de dire, donc j'ai eu la chance de toucher vraiment sur le terrain. Donc, j'ai fait plusieurs années, donc entre 4-5 ans, je crois, dans vraiment des missions de terrain, donc de field engineer, dans laquelle j'ai vraiment eu la chance d'avoir vraiment plusieurs types d'industries. Donc, j'ai touché vraiment tous les côtés du métier, on va dire. Et en fait, en 2006-2007, quand j'ai démarré la mission de consultance, en fait, ça m'a permis de voir les choses différemment. Donc, j'ai la vision de deux côtés. Donc, j'ai pu vraiment identifier des besoins qui sont basés sur évidemment des problèmes vécus au day-to-day qui étaient à l'époque assumés. Donc, c'est des problèmes existants. Donc, voilà. Donc, on assume les problèmes, on doit évidemment les gérer. Mais en fait, partons de ce principe d'envie et ainsi de suite. Donc, je voyais vraiment cette opportunité de mettre en place quelque chose qui vient vraiment aider à solutionner ce problème qui était assumé à l'époque. Et surtout avec l'avancée technologique qu'on avait vécue entre 2000 et 2010. Donc, la réglementation qui a changé, les impositions sont différentes. Donc, il manquait vraiment, il y avait vraiment un gap entre la vision client, le besoin futur et les services à l'époque qui sont donnés, donc la méthode. Et donc, en fait, donc, j'appelle vraiment la méthode conventionnelle à l'époque. Les bureaux d'études étant vraiment impliqués sur les projets, en fait, ils sont dans le day-to-day, ainsi de suite. Donc, ils voyaient la technologie avancer, donc ils faisaient vraiment leur maximum pour s'intégrer, en tout cas sur la vague, et essayer vraiment de se positionner ou de staffer, mais c'était pas évident. Et donc, en fait, ce gap, on a mis en place cette solution AEO, donc c'était l'Automation Engineering Office. Donc, par rapport à un bureau d'études, on va dire global ou général, en fait, on est venu dire, ok, c'est pas évident pour un bureau d'études global d'accélérer la vitesse et vraiment mettre les moyens pour aller vraiment se spécialiser dans une technologie qui est l'automation. Que pour lui, il est souvent multi-technologie, donc c'est-à-dire on parle de 14-15 souvent techniques spéciales à gérer. Donc ici, c'était une des techniques qui était vraiment celle qui posait énormément de problèmes dans le temps. Et donc on a mis en place j'ai mis en place cette méthode qui vient vraiment appuyer les bureaux d'études en fait dans la partie vraiment technologique. On va dire en mettant en place un pool d'expertise qui vient vraiment, disons, accélérer le planning d'un projet, assurer la qualité, car en fait, on va vraiment être formé sur les nouvelles technologies et sur les technologies, on va dire, qui sont en développement, et donc, et réduire les coûts sur le projet. Donc, c'était les 3 points sur lesquels l'idée était axée. Donc, comment on réduit les coûts sur le projet? Évidemment, en s'appuyant sur les expertises ou le pool qu'on a, on va vraiment
appliquer, on va dire, les man hours qui sont nécessaires par phase du projet, versus vraiment une méthode d'avant qui était la consultance. Donc, on va mettre une personne, elle est occupée, tant mieux, elle est pas occupée, j'ai envie de dire, ben, ça reste vraiment sur les charges du projet. Et donc, dans des moments où il faut dépenser, ben, cette personne, elle va passer vraiment en mode surcharge, donc elle va vraiment pas pouvoir délivrer dans les meilleures conditions. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de soucis à ce niveau-là, surtout dans le métier d'automation. Donc, le man hours est très, très variable d'une phase à une autre. Et donc, c'est là où on a vraiment proposé cette solution avec vraiment le pôle d'expertise qui est vraiment formé pour aller vraiment tacler ces sujets vraiment futurs, on va dire. Alors, le bridging est créé. Donc, on a créé un bridge entre le bureau d'études conventionnel et le client final. Cette vision, disons, client final qui était vraiment en gap par rapport au bureau d'études, ben, nous, on a mis vraiment le bridge entre les deux. Et donc, ce pont qu'on a mis était vraiment très efficace pour le client. Pour ça, on a démarré l'idée et ça a permis vraiment d'attirer vraiment des profils chez nous, car les profils, surtout les automaticiens, ils sont vraiment très intéressés par le type du projet, par le développement, par le parcours de développement, ainsi de suite. Donc, la carrière est très importante. Et donc, on a pu vraiment attirer beaucoup de profils, donc ça a aidé à monter vraiment la société de 2-3 personnes à 70 personnes en peu de temps. Donc, et pour les clients finaux, ben, c'était vraiment une garantie de dire, voilà, on utilise vraiment cette méthode pour garantir la réussite du projet, le planning, le coût, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment, on va dire, un mélange, j'ai envie de dire, de points, mais l'axe vraiment de l'idée était basé sur un besoin. Et donc, c'est pour moi, je dis, voilà, le besoin, l'opportunité qui était présente à l'époque, et évidemment la capacité et la chance. La chance est très importante aussi. Hein, on peut être très capable, mais voilà, malchanceux, voilà, dommage, mais voilà. Donc, il faut vraiment savoir réunir ces quatre, on va dire, facteurs qui arrivent vraiment dans la vie. C'est pour ça, en fait, dans notre domaine, on doit être attentif aux opportunités, car on peut fixer n'importe quelle stratégie. Pour moi, un bon CEO, il doit juste être, disons, avoir une stratégie de dire, voilà, on va avancer dans cette direction, mais tous les jours, cette stratégie doit être mise en question. Car pour moi, si on ne regarde pas les opportunités du moment, ben on va louper les opportunités tout simplement. Et donc, c'était vraiment, à l'époque, c'était vraiment un point que j'attirais énormément d'attention. Donc, je pense, c'est ce qui m'a permis à développer un peu l'idée rapidement, on va dire. Voilà. Ouais. Oui, tu t'appuies vraiment, comme je le disais au tout début, hein, une approche très cartésienne et très froide. Enfin, j'ai pas l'impression que souvent, je trouve que ce sont des réflexions et des décisions très réfléchies et fact and data, tu vois. Tu restes très factuel dans les choix à poser pour avancer. Tout à fait. Donc, Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui... Ah oui, vas-y. Si tu voulais rajouter quelque chose, non, t'écoute. je t'en prie. On a un petit gap, hein. Pour ceux qui, donc quand Roland disait qu'on ne s'arrête pas, pour ça, il faut quand même noter que là tu es en vacances au Liban et Ouais, qu'on tout à fait. enregistre depuis le Liban. On a un petit gap du coup. Quelles compétences tu dirais, donc soft skills et hard skills, il faut avoir pour être CEO d'un bureau d'études? Alors, c'est pas évident de répondre à cette question, car en fait, comme j'ai dit, ça varie vraiment d'une personne à une autre. Hein. Mais pour moi, je mettrais vraiment les soft skills en avant, car je pense que c'est un métier. Le hard skill, on peut mettre vraiment des tools. On peut vraiment être entouré par une équipe qui nous aide à avancer là-dessus. Mais évidemment, il faut du hard skills, ça c'est clair. Mais je dirais les soft skills, pour moi, c'est les plus importants, car j'ai envie de dire, il faut convaincre. Donc c'est un rôle où il faut convaincre. Donc pas seulement le client, il faut convaincre les équipes. Donc aujourd'hui, mon rôle, il est de challenger tous les jours. Donc moi, si j'ai dans le bureau, si je dois parler avec des collègues et en fait, j'arrive pas à les convaincre, ben, évidemment, on va pas avancer ensemble. Donc, on va être vraiment sur deux rythmes, deux vitesses. Ça va pas vraiment aider à avancer la société. Et donc, ça je dirais, la communication, savoir communiquer, savoir vraiment avoir les valeurs de base. Pour moi, ils sont hyper importants
dans ce rôle. Et nous, on va dire une des clés des réussites de l'équipe, on va dire RKTech, je parle vraiment toujours d'une équipe, d'une communauté. Enfin voilà, donc c'est vraiment, ça m'a fait énormément plaisir qu'on a vraiment pu, disons, développer des collègues qui partagent les mêmes valeurs. Donc, pour moi, dans ce rôle, il y a beaucoup de soft skills, il y a beaucoup de communication, beaucoup de valeurs, beaucoup de vision, on va dire des choix à mettre en place. Et donc, c'est important, on va dire, d'avoir ces capacités, on va dire, de savoir vraiment, aller s'imposer de manière vraiment très intelligente. Donc, ça veut dire se faire respecter, on va dire aussi par la communication, par le savoir de communiquer, par les idées, que plutôt vraiment, on va dire, par le rôle, tu vois, en soi. Malheureusement, j'ai déjà connu dans ma carrière quelques CEO avec qui on a échangé, car c'était un client pour moi ou l'inverse, que j'appréciais énormément. Donc, j'ai aussi appris beaucoup. Mais quand tu entends les équipes, il y en a qui sont très appréciés, il y en a qui sont moins appréciés. Donc évidemment, en fait, il faut avoir des valeurs, il faut avoir vraiment la capacité de communiquer, la capacité d'écouter, on va dire, et se faire respecter dans les équipes, pas imposer les idées, mais les faire vraiment endorser par les équipes. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, pour endorser des idées, ben, il faut savoir écouter, il faut vraiment donner la place de tout le monde. Donc, pour moi, tout le monde doit vraiment avoir ses idées, tu vois. Donc, il y a beaucoup de soft skills, je trouve, dans les. Parce que sur quoi, quand tu dis. Sur quoi concrètement, alors tu parles à un autre CEO, concrètement, moi et les autres qui t'écoutent ici, c'est sur quoi tu t'appuies pour convaincre? Tu as dit une part d'écoute et puis. C'est ça. Donc, en fait, alors, ma méthode personnelle, on va dire, pour faire convaincre, peut-être un peu spéciale, mais en tout cas, il faut avoir évidemment un bagage, disons, intellectuel dans le sens vraiment soit technique, soit vraiment managérial, évidemment. Donc, il y a le côté hard skills qui est nécessaire. Mais en fait, il faut savoir aussi communiquer et pour moi, respecter les gens. Car en fait, c'est hyper important de respecter la personne et les collègues qui sont avec nous. Et donc, pour imposer, pour moi, pour arriver à imposer une idée, il faut vraiment donc, réunir d'abord les idées qui sont en place, challenger les idées que moi j'ai par rapport aux idées qui sont en place, regarder vraiment le pour et les contre de chaque idée, savoir expliquer aux équipes disant bah, si on partait dans cette direction, je vois ce risque-là, et c'est vraiment de partager ou éventuellement de challenger ce risque, cette vision avec eux, pour amener, on va dire, à dire bah, voilà, donc on est tous d'accord d'aller dans cette direction, et donc en fait, ça part d'un principe, disons, d'explication, de communication. Après, une fois la confiance est installée, c'est beaucoup plus facile après. Donc moi, j'ai des gens avec, enfin des collègues, hein, avec qui on a travaillé depuis 13 ans, donc 14 ans depuis le début dans la boîte. Et donc, c'est des gens qui me font confiance. Et donc, la confiance n'est pas facile à gagner. Donc, c'est vraiment avec le temps, on a pu prouver vraiment par les décisions qu'on a prises, enfin, que j'ai prises personnellement, que voilà, donc cette vision était bonne. Et donc, on a vu vraiment les risques correctement. On a challengé, on a écouté, on a partagé les idées ensemble et on a mis ensemble ces solutions en place. Et donc, les gens, ils vont vraiment, tu vas être en confiance avec eux et donc ça va permettre vraiment à avancer. Alors, en même temps, c'est une responsabilité. Avoir vraiment des gens qui te font confiance, c'est beaucoup de responsabilité. Car pour un oui, pour un non, on peut se tromper. Hein. Donc, il n'y a jamais une décision sans vraiment un risque d'erreur. Mais voilà. Mais pour moi, c'est important de savoir communiquer, écouter les gens, embarquer tout le monde dans cette réflexion le maximum possible, évidemment. Donc, on va pas. Pour tout, il y a des limites, mais c'est pour ça, il faut développer les gens à arriver vraiment à s'intégrer dans cette réflexion. Et donc, c'est ce qui m'a, en tout cas, amené à poser, on va dire en parenthèse, ou plutôt mettre des solutions en place qui sont facilement endorsables en interne et que les gens vraiment me suivent là-dedans. Donc, voilà.
Ouais, ouais, ouais. Pour le peu de fois où j'ai fait cet exercice avec toi, oui, quand tu dis imposer, c'est vrai que tu prends aussi une part de temps d'écoute des visions de chacun et que tu l'intègres hein, quand même à ta vision. C'est-à-dire que Absolument. tu fais pas tout ça juste pour au final venir avec l'idée que tu avais dès le départ. Hein. C'est que tu vas quand même faire une combinaison au final dans la décision de ce que Absolument. toi tu avais en tête et de ce que les autres ont apporté sur la table. Ouais. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que toi tu vas chercher pour toi dans toutes ces activités et dans cette fonction? Ben, écoute, franchement, il y a beaucoup de plaisir personnel dans ce que je fais. Donc, c'est, allez, c'est un métier que il me décrit à 100%. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien vraiment les challenges day to day. J'estime vraiment, allez, j'ai pas peur vraiment à se mettre en question tout le temps. Donc, tu vois, les zones de confort, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc, les gens qui sont proches de moi, ils le savent très bien. Et donc, c'est vraiment l'envie de connaître des gens. Pour moi, ça c'est important. C'est vraiment envie de connaître les gens, de discuter avec les gens, de pouvoir échanger, pouvoir créer des idées, mettre en place des choses. C'est quelque chose vraiment que je cherche beaucoup, en tout cas, dans ce rôle-là. Évidemment, le contact humain avec les clients. On a beaucoup de clients avec qui on est client, mais depuis des années, on n'est plus, on va dire, on fait pas d'affaires, mais on est toujours en contact. Je pense que il y a beaucoup de vraiment d'humains dans ce parcours et c'est ce qui me fait vraiment plaisir, c'est vraiment de voir ces gens-là, de rencontrer les gens, de discuter, échanger. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment, on va dire la part du rôle que je cherche en tout cas dans ce rôle-là. Donc c'est le contact humain, on va dire, et le respect. Voilà. C'est ça. Donc sortir de ta zone de confort, le challenge et le contact humain et la Absolument. créativité. Évidemment, il y a beaucoup qui disent voilà c'est le résultat. Le résultat est pour moi. Allez, on va dire, il y a une vision, c'est pour ça que je dis quand tu poses la question à un CEO d'une boîte, disons, euh, d'une grosse boîte de 2000, 4000 personnes, ainsi de suite. Donc, c'est une vision complètement différente. Donc là, on va chercher vraiment, disons, des résultats, des chiffres, allez, d'imposer une carrière, disons, sur le marché qui est vraiment une carrière de chiffres, commencer à chercher vraiment à changer les rôles. Voilà. C'est pas du tout moi ce que je cherche en tout cas. C'est complètement l'inverse. Pour moi, une réussite, c'est vraiment pas que les chiffres, mais c'est vraiment une réussite, c'est savoir vraiment avoir réussi quelque chose dans sa globalité. Donc, ça veut dire réussir à développer une équipe. Moi, j'ai énormément de plaisir quand je discute avec mon équipe, ancienne équipe Architect, maintenant Sweco, donc qui sont vraiment des personnes qui viennent vers moi spontanément pour dire voilà, donc ils se sentent vraiment, il y a quelque chose de différent avec Architect. Donc, c'est vraiment une société qui a amené vraiment beaucoup de choses. C'est pour moi une part vraiment de réussite, tu vois. Donc, c'est pas que les chiffres. Ouais, ouais. Les chiffres, évidemment, c'est nécessaire et important, mais je dirais, pour moi, je ne le mets pas en premier lieu. Donc, Ouais, le chiffre, ce serait alors le bonus finalement sur tout l'épanouissement que le reste du travail apporte. ça, c'est vraiment une vision personnelle. Évidemment, il y en a d'autres qui vont vraiment placer ça en premier, mais il reste toutefois important. Mais je trouve que il faut quand même partager la réussite avec les équipes. Donc, il ne faut pas avoir une notion chiffre qui vient vraiment s'imposer, disons, dans le fonctionnement. Pour moi, c'est vraiment le début de raté, hein, évidemment. Donc, on va axer tout sur les chiffres. Donc, un client devient un chiffre, une personne devient Ouais, un chiffre, pardon. Et donc à la fin, en fait, on est vraiment allez, dans un cercle vraiment très, très, très négatif. Que malheureusement, les grosses boîtes, allez, ils sont trop là-dedans, car ils doivent démontrer des chiffres. Et c'est là ouais, où ouais, commencent à perdre les gens, tu vois, dans les idées, dans l'avancement, dans le développement et dans le plaisir hein, aussi. Donc, c'est pas du tout, enfin, on va ouais. dire, mon style de travailler. Donc, Ok, ok. Et qu'est-ce qui te challenge le plus au quotidien dans cette fonction? ben, c'est le day-to-day et la manque de routine, en tout cas, car en fait, toute journée, on démarre la journée, on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber en journée. Donc, et c'est ça vraiment qui fait plaisir, en tout cas, en même temps qui stresse aussi. Hein, donc, quand on démarre,
On ne sait pas ce qui va arriver. Pour un oui, pour un non, on va avoir un client qui est pas content ou un client qui est inverse très content. Donc, on a aussi, on est en contact direct, disons, sur les investissements, sur la vision client. Donc, euh, pour moi, c'est voilà. Donc, le challenge est vraiment très très varié d'une semaine, d'un jour à un autre. Donc, et pour moi, la vision qu'il a tout le temps, on va dire, elle doit être remise en question, tu vois, par rapport vraiment au marché, le changement, on va dire, des méthodes, ainsi de suite. Donc, ça me challenge. Enfin, pour moi, je vois ça comme un challenge, mais ça me fait énormément plaisir, en tout cas, de le traiter au day-to-day. En même temps. Ouais. Donc finalement, tes challenges t'apportent au final ce que tu recherches aussi dans la fonction, Absolument. quoi. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui voudrait créer un bureau d'études de zéro, comme tu l'as fait? Alors, ça, c'est jamais évident. Donc, on va dire, le conseil, c'est, je pense que, je, allez, je pense qu'il faut avoir une vision claire de ce qu'on a envie à mettre, disons, comme solution en place. Donc, il faut se différer. Donc, il faut se poser la question tout le temps. Pourquoi le client nous appelle? Donc, c'est une question que je posais quasiment au day-to-day. Et je même partageais avec mes équipes en disant, voilà, donc pourquoi le client nous appelle? Donc, il faut vraiment avoir un sens au service. Alors, évidemment, il y a les services conventionnels qu'on voit tout le temps, hein, donc, mais il y a des services qui sont vraiment un extra, donc un peu ce que tu as fait, donc aussi chez toi. Donc, pourquoi le client appelle? Pourquoi est-ce qu'on doit mettre cette solution? C'est quoi le besoin? Donc, il faut avoir une vision claire. Donc, ça, c'est au début, ça, c'est un must, donc ça, c'est obligatoire. Et pour moi, le deuxième conseil que je peux donner, c'est savoir être entouré par des bons collègues et vraiment instaurer, mettre en place vraiment des valeurs dès le départ qui sont vraiment nécessaires, car on peut pas fonctionner. Je pense que une fois je t'avais dit, hein, donc il faut vraiment que les gens dès le départ se sentent vraiment, allez, responsables, qu'on partage les mêmes valeurs. Ça, c'est hyper important, car sinon il y a une partie vraiment de ton fonctionnement, il va être très perturbé par ça. Et ça va vraiment t'éviter à réfléchir sur les choses qui sont nécessaires pour avancer. Et on va être tout le temps bloqué dans cette démarche vraiment, disons, de comment on va se structurer. Donc, c'est hyper important d'avoir une vision claire, de oser dire les choses comme ils sont, donc de pouvoir partager des valeurs et surtout compter sur une équipe qui est une équipe vraiment compétente. Donc, avec qui on peut avoir confiance et on nous fait confiance aussi, hein, pour développer. Donc ça c'est hyper important. Alors il y a évidemment beaucoup d'autres conseils, hein, donc il faut pas éviter ou hésiter en tout cas de mettre des choses en place out of the box, si je peux appeler comme ça, mais disons pour autant qu'il y a un sens. Donc si on a un sens expliqué, disons, qui est axé sur une solution vraiment innovative, c'est là où il faut vraiment y aller. Et il ne faut pas hésiter, car un risque, il est toujours présent. Donc, un CEO, il doit être conscient, on va dire, dès qu'il démarre sa boîte, que il est amené à gérer ces risques en permanence. Donc, on peut pas éviter. Donc, tous les jours, à l'instant que tu me parles, il y a des risques dans les différentes boîtes que je gère, que je connais. Et c'est ça l'importance, il faut connaître le risque. Alors, il ne faut pas passer à côté, donc il faut vraiment investir de temps et d'énergie pour vraiment, c'est ça la différence entre temps et énergie, donc assez d'énergie pour vraiment identifier les risques dans ce qu'on fait. Une fois on identifie les risques, on va vraiment mettre en place des solutions, soit par des ressources humaines compétentes, soit vraiment par une gestion différente ou une gestion un peu intelligente. Donc, gérer ce risque qui va vraiment être permanent. Pour moi, il va être permanent, mais il va vraiment différer d'un moment à un autre, mais il va être permanent. Et donc, pour moi, il faut pas stresser. Il faut garder vraiment le calme, avoir les idées claires, une vision claire, et savoir vraiment à tout moment gérer ce risque-là pour amener vraiment une réussite. Pour moi, ça, c'est les conseils que je donne pour un nouveau CEO. Ouais, merci. C'est vraiment précieux ce que tu dis. Et de ton, si je me trompe pas, dans
dans ton expérience, tu as d'ailleurs gardé l'équipe fondatrice tout au long, hein. Donc je veux dire les 12 ans dans le sens où t'es zéro au moment de la revente au groupe Sweco, même si tu es encore actif ici dans la société. Mais là, je prends le moment où c'était vraiment RKTech. Tu avais les mêmes personnes depuis le début, l'équipe fondatrice. Alors, oui, oui, quasiment. Et en fait, majoritairement, oui. Et en fait, c'est là où je pense, j'estime une réussite. Donc, au-delà des chiffres, c'est pour ça que je dis c'est la réussite, c'est pas seulement les chiffres, c'est vraiment avoir des gens qui sont convaincus par la démarche, convaincus par l'ambiance, par les valeurs. Et c'est là vraiment la réussite. On a, avec beaucoup de fierté, travaillé avec des gens que j'apprécie énormément, avec qui on s'est fait confiance depuis le début. Donc, c'était une confiance mutuelle. Et donc, aujourd'hui, je suis hyper, on va dire, content et ravi en même temps, mais ça me fait vraiment beaucoup de fierté d'avoir des gens qui sont là depuis vraiment plus que 10 ans. Hein. Donc, on a opéré ensemble. Et donc, c'est là où j'estime que c'est la part vraiment qui me fait énormément plaisir. Tu sais, dans le domaine, ici, par exemple, on a décidé vraiment de fusionner avec Sweco hein, pour plusieurs raisons. Hein. Après, on peut les passer ensemble si jamais on a le temps. Mais voilà, donc, et en fait, au-delà vraiment du deal en soi, ce qui vraiment, après ces deals, ces chiffres, ainsi de suite, qui tournent, on va dire, pendant un moment, mais après, c'est vraiment la fierté et la réussite est axée vraiment sur les équipes qu'on a développées, sur une personne qui a commencé jeune et devenue maintenant, par exemple, senior, avec beaucoup d'expertise, appréciée sur le marché. C'est pour moi, ça, c'est vraiment la réussite que j'estime vraiment la plus importante pour moi. Et donc, on a eu vraiment beaucoup trop peu de turnover personnel. Alors, ça, c'est vraiment une fierté et je pense que c'est une réussite aussi. Très peu de gens qui ont quitté la boîte dans un temps ou j'ai envie de dire, on est dans un moment, on va dire, dans la vie. On est en 2023, 2024. Donc, après 2010, tout le monde le sait, le challenge et l'enjeu, pardon, sur le marché, c'était vraiment de trouver des bonnes ressources. Alors, évidemment, l'enjeu le plus important, c'était de les garder motivés, tu vois. Donc, c'est ça vraiment pour moi l'enjeu. Et donc, on a réussi à vraiment les garder motivés. Et pour moi, ça, c'est la clé de réussite de RKTech. C'est vraiment pas forcer les gens à rester dans la boîte. Donc, forcer les gens, quand j'utilise le mode forcer, évidemment, par le moyen de dire, allez, on va augmenter le salaire car il y a ça, voilà, mais reste s'il te plaît. Ça, c'est une méthode, pour moi, ça fonctionne pas. Je le dis toujours. Je l'ai déjà dit à beaucoup de personnes chez moi, dans l'équipe, et ainsi de suite. Donc, allez, c'est pas pour, avec beaucoup de respect, c'est pas pour 50 euros, 100 euros de différence. Tu vas définir ta vie, tu vois. Donc, ça reste vraiment un détail. Il faut vraiment, pour moi, il faut vraiment convaincre les gens pour vraiment garder les gens motivés. Donc, il faut les motiver et pas forcer à les garder, disons, par des stratégies vraiment, disons, purement salariales. Évidemment, le salaire est important, mais il faut vraiment avoir le tout, l'ambiance, les valeurs, pardon, le développement, la carrière. Donc, tout ça vraiment rentre en jeu. Et c'était vraiment l'enjeu du moment. Et donc, RKTech pour moi, a réussi à mettre ça vraiment beaucoup en valeur, en tout cas en interne. On a eu très peu de gens qui partaient de chez nous, ce qui a aidé énormément à monter l'efficacité, à garder la confiance avec les clients, à garder la motivation en interne. Donc, c'était une bonne réputation qu'on avait. Et ça me fait vraiment hyper fier, en tout cas, d'avoir réussi ce challenge. On va arriver doucement à la fin, mais j'ai encore 2 questions. D'abord, donc, on l'a redit, hein, le parcours, donc il y a 2 ans, fusion avec Sweco, que tu es encore actif actuellement, hein, parce qu'il a fallu assurer évidemment la transition d'une structure à l'autre. Tu es encore actif donc chez Sweco, mais où est-ce que toi, tu te vois dans 5 ans? À quoi est-ce que toi, tu aspires pour la suite? Très bien. Donc, oui, tout à fait. Donc, on a, par l'accord qu'on a fait avec Sweco, donc on avait la volonté, je dis pas l'obligation, mais la volonté qui est vraiment de dire on va réussir cette fusion, donc par respect à tout le monde, à l'équipe, et voilà, et par respect aussi et par envie personnelle de dire voilà, on va quand même réussir cette fusion. Alors officiellement, au jour d'aujourd'hui, alors que je te parle, je fais plus partie de l'équipe Sweco. Alors, pourquoi? Car je suis passé quand même à la question que tu poses. Donc voilà, c'était officiellement 30 juin,
j'ai arrêté vraiment la direction de l'équipe, l'enseignement de l'équipe RKTech pour Ah, passer donc il y a notre 5 jours. il y a 5 jours, voilà, donc c'est tout frais, tout Ah, frais. bravo. Mais voilà, ça rentre un peu dans la question que tu as posée. Donc c'est pour moi, quand ça devient une zone de confort, je pense que les challenges deviennent vraiment très très limités et la motivation aussi devient limitée. Alors, pour moi, c'était essentiel d'avoir tout le temps à des challenges, une motivation qui me guide au day-to-day. Et donc, pour ça, j'ai laissé la place à des nouvelles idées avec une nouvelle personne qui va guider l'équipe, qui est en place maintenant. Et que moi, ça me libère du temps pour que je puisse vraiment développer d'autres challenges qui vont être annoncés bientôt sur le marché. Donc, ça sera une nouvelle entreprise que je vais développer. Alors, la nuance, c'est vraiment, comme j'ai dit, de l'époque, on a travaillé sur l'opportunité, sur on va dire le service. Et donc, on va être plus ou moins dans le même cadre de démarrage. Donc, on a identifié une opportunité ici sur le marché. Et donc, cette opportunité, partons d'un principe d'un besoin que j'ai personnellement en fait identifié. Et donc, c'est pour ça que je mets en place aujourd'hui une société qui va être, pour moi, j'espère, qui va répondre à ce besoin et qui va être, j'espère aussi, qui va être tout bientôt lancé et en tout cas qui va suivre un petit peu, en tout cas, la réussite qu'on a faite avec RKTech, en espérant dans d'ici 2-3 ans, on peut vraiment avoir une équipe qui pourrait être, on va dire, de 20 à 30 personnes. Ça, c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc, on reste attentif sur les opportunités aussi. Donc, ça, c'est la stratégie, la vision de base. Mais en tout cas, la volonté de vivre de nouveaux challenges m'a poussé vraiment à prendre cette décision. Et donc, ça sera pour moi une part d'énergie que je dois dépenser aussi et espérons vraiment avoir la même réussite et la même chance pour avancer. Incroyable. Donc pas de pause, tu repars directement. Bah, écoute, on sera en tout cas ravis que tu partages et de relayer, parce qu'on a eu un petit teaser là, mais de relayer quand le lancement sera officiel de ce nouveau projet. C'est vraiment super. Et je vais terminer cet entretien, si tu veux bien, en te demandant quelle est ta philosophie de vie? Ben écoute, je pense que tu l'as dit au départ, en fait, le temps passe vite. On passe dans une vie qui est très chargée par des moments, on va dire, de plaisir, de moments de difficulté. Donc, je pense qu'il faut garder une trace. Et donc, pour moi, c'est essentiel pour moi d'avoir tout tenté, en tout cas, essayer. Donc, réussir, oui, et évidemment, si on réussit pas, bah, ça sera vraiment une expérience. Je pense qu'il faut profiter des moments, avoir un équilibre entre l'énergie dépensée au travail. Euh, allez, avoir des moments où on puisse partager aussi en famille, donner un peu son temps à chaque chose. Donc, on vit une fois, il faut pour moi profiter. Et pour moi, dans le business, c'est une part vraiment de temps qu'on passe beaucoup. On travaille 5 jours, hein, donc officiellement, et donc on est bien plus que ça occupé au travail. Donc, si on n'est pas vraiment dans un cadre de plaisir et dans un cadre vraiment de ce qu'on aime en tout cas de faire, donc je trouve que c'est dommage. On vit une fois, on va pas vraiment passer notre temps à souffrir, en tout cas dans les day-to-day, tu vois. Il faut éviter. Moi, je le dis toujours, si on ne se sent pas bien à sa place, pour moi, ça veut dire que c'est pas notre place, il faut changer, tu vois. Il faut pas forcer les choses. Donc, je pense les moyens, avec beaucoup d'objectivité, modestie, mais je dirais c'est quelque chose que c'est nécessaire, certes, pour la vie, mais on sait tous qu'il y a toujours un moyen de trouver les moyens. Et donc, mais par contre, il faut vraiment qu'on se trouve dans un cadre qui nous motive à travailler, un cadre vraiment qu'on se sente vraiment bien, donc que ce soit vraiment dans les conditions, dans les échanges. Pour moi, ça c'est essentiel dans ma vie. C'est pouvoir vraiment rencontrer des gens, rencontrer des cultures différentes, tu vois. Donc évidemment, ça c'est quelque chose que j'attire énormément d'attention. Et donc
Voilà, donc c'est une philosophie en tout cas que je vois vraiment les choses aujourd'hui à 41 ans. Donc on voit peut-être les choses un peu différemment d'un jeune de 20 ans, d'un senior, on va dire, de 60 ans. Mais j'estime qu'on est en milieu de parcours, je l'espère en tout cas, et la vie vraiment, en tout cas, nous donne beaucoup de bonnes choses, mais aussi il y a beaucoup de surprises aussi qu'il faut faire face. Donc on a la santé, l'envie, ainsi de suite. Donc il faut vraiment profiter. Et il faut pas rester bloqué dans du négatif, tu vois, avec vraiment des risques qu'on va créer nous-mêmes. En tout cas, finalement, les risques sont toujours là, mais on va soit les mettre en évidence, donc ça veut dire les enrichir par des réflexions qui sont vraiment négatives, et on va vraiment rester bloqué dans ce qu'on fait, et on va, pour moi, louper le coche, et on va passer à côté vraiment des opportunités qui nous font bien plus plaisir que ce qu'on est en train de faire de day to day. Donc, ça, c'est ma philosophie, en tout cas, de vie. Ah, mon parcours. Écoute, un tout grand merci, Roland, vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ça va inspirer beaucoup de monde. Et donc, écoute, je te souhaite alors tout le succès que tu as déjà connu pour l'aventure suivante et de bien te reposer sur cette petite parenthèse en vacances avant de revenir sur le prochain défi. Tout à fait. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi aussi, Virginie, et j'espère tout bientôt se revoir en tout cas, et courage pour tes activités pour la suite. Merci, avec grand plaisir, on se revoit.